Lauriane Caron. Bonjour. Je suis très très contente de faire l'interview avec toi aujourd'hui parce que cette vidéo est très attendue par la petite communauté autiste sur la page Facebook sur laquelle je suis. Et il est question des solutions en fait à mettre en place pour mieux vivre son autisme. Mhm. Alors, la raison pour laquelle euh, en fait la psychiatre que j'ai interrogée avant m'a donné ton nom, c'est que tu as monté une association qui s'occupe justement de prendre en charge ça, c'est-à-dire, tu vas un peu expliquer, mais ce sont des personnes justement qui sont suivies après leur diagnostic. Ils n'ont pas juste leur diagnostic, mais il y a un suivi. Donc, j'aimerais bien que tu te présentes un peu pour dire qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé à monter cette association, et puis ensuite expliquer comment elle fonctionne avant qu'on parle des Mais- stratégies. Avec plaisir. Alors, moi, c'est Lauriane Caron. Je suis éducatrice spécialisée dans les troubles du spectre de l'autisme. Alors, je suis arrivée à fonder l'association parce qu'en fait, moi, j'ai mon petit frère qui a une déficience intellectuelle. Donc, j'ai grandi dans le milieu du handicap. J'ai été sensibilisée, en tout cas, à la différence déjà très, très tôt. À l'âge de 17 ans, j'ai eu le plaisir de lire le livre de Donna Williams, Si on me touche, je n'existe plus. Donc Donna Williams, elle a un TSA et j'étais tellement fascinée par ce qu'elle a écrit que j'aimerais en découvrir plus. Et je savais déjà à l'époque que je voulais devenir éducatrice spécialisée, donc j'ai suivi le chemin pour me spécialiser par la suite. J'ai fait un bachelor, enfin mon travail de bachelor sur l'autisme et puis après j'ai pu faire une spécialisation à l'université de Fribourg. J'ai ensuite travaillé en institution, en école spécialisée. Et puis, il y a 8 ans, j'ai fondé l'association Eliezer. Le siège est à Martigny, en Suisse. On est 14 salariés, mais avec les stagiaires, on est 16 dans l'équipe officiellement. Et on intervient dans les entreprises. Et puis là, on va axer sur les stratégies très pratiques d'organisation, de faire face au changement, des fois sur les compétences sociales, etc. Enfin, c'est vraiment du très, très pragmatique. On intervient aussi à domicile, principalement pour des adolescents et des adultes. J'ai deux collègues qui sont très bien formés au diagnostic de TSA, l'autisme au féminin également. Elles sont rodées pour cela. Et puis donc, là, on collabore pas mal avec des psychiatres pour ça, qui nous envoient des fois les patients pour qu'on puisse faire les tests. Et puis après, on renvoie les rapports pour signature, validation, etc. On a trouvé toute une combine qui fonctionne assez bien. On fait des formations, des supervisions aussi dans des écoles, institutions sociales. Et à côté de ça, on a plein de projets. C'est génial. Et ça répondait vraiment à une demande. Il y avait une lacune dans ce domaine-là. Énorme, énorme. Alors, avant que je fonde l'association, il y avait en Valais, il y avait Autisme Valais, une association de parents. Moi, j'ai fait partie du comité, donc c'est un peu par le biais d'Autisme Valais que j'ai pu me rendre compte aussi des besoins qu'il y avait. Et c'est là que je me suis dit, finalement, pour des personnes qui ont une intelligence conservée, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Alors je me suis dit, je me lance, je connais le TSA, je suis formée pour, et du coup, je suis lancée. J'avais réfléchi pendant pas mal d'années, j'avais monté un business plan, donc c'était vraiment bien réfléchi. Ce qui m'interpelle dans ce que tu disais par rapport à l'intelligence conservée, c'est est-ce que tu penses qu'il y a cette espèce de croyance que à partir du moment où l'intelligence est là, bah c'est bon, l'autiste peut se débrouiller, quoi. Il n'y a pas besoin il y a cette croyance qui fait qu'il n'y a pas eu d'aide jusqu'à maintenant. Alors malheureusement, oui, chez Mm. beaucoup de professionnels, on rencontre encore ça, même chez des enseignants qui disent, mais il a un TSA, mais non, mais c'est quoi cette mode déjà? Mm. Malheureusement ça. Et puis après, ils disent, ouais, mais non, c'est le caractère. Enfin, les gens ne connaissent pas et du coup, comme ils connaissent pas, ils savent pas tout ce que ça implique. Et effectivement, C'est encore plus invisible quand l'intelligence est là. Et souvent, quand c'est invisible, on dit que ça n'existe pas quelque part. Ou alors, on trouve d'autres causes. Par exemple, on dit, ouais, mais il a vécu des traumas, ou bien il est paresseux. bon. Ou alors, oui, mais alors si il sait pas se faire un sandwich, mais il a une bonne intelligence, puis qu'il sait pas se faire un sandwich, c'est peut-être que, ouais, bon, alors on peut admettre qu'il y a une dyspraxie, par exemple. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, ouais.
Bon, des... c'est parfois lié. Mais oui, donc Oui. il y a cette croyance-là. Et puis en Belgique, par exemple, où il y a 16 ans d'attente pour le diagnostic pour adultes et qu'à partir de 30 ans, on diagnostique plus, il y a cette croyance qui est, vous avez réussi à vous débrouiller toute votre enfance et votre adolescence, donc vous pouvez attendre encore 16 ans, ou bien vous avez passé 30 ans, vous êtes toujours vivant, donc c'est que tout va bien. C'est très impressionnant. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire pour que les gens Ouais. changent. Nous, en Valais, on voit en tout cas dans les collaborations qu'on a avec certains psychiatres qui ne sont pas formés, euh, comment dire ça, ils sont bien sensibilisés. Il y en a qui ont suivi des formations continues, mais dans leur formation de base, pas forcément, ils ne sont pas forcément formés à l'autisme, mais ils arrivent à repérer et pour être sûr, ils envoient chez nous et puis après, on a une super collaboration. Donc avec eux, ça joue bien, eux ont compris. Et ils peuvent aussi après valider auprès des assurances. Mm. Alors, une des questions, parce que, comme je t'ai dit en off, les gens du groupe autiste adulte ont dit, oh, est-ce que tu peux demander ça, 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 ça? Ça, je leur Ouais, ai ouais, ouais. demandé de dire quelles étaient leurs attentes. Et une personne demande, est-ce qu'elle peut expliquer au monde pourquoi c'est si important d'avoir un diagnostic? Chez les adolescents, ce qui nous remonte, c'est souvent ah non, je suis pas fou, je suis pas folle. Mm, Déjà ça aide d'avoir la pose du diagnostic et puis après on peut dire voilà les aménagements auxquels tu as droit, voilà ce que ça implique, voilà comment fonctionne ton cerveau mm, qui fournit beaucoup plus d'efforts qu'un cerveau neurotypique pour arriver plus ou moins au même résultat. Et chez l'adulte, ce qu'on remarque régulièrement, c'est d'une fois que le diagnostic est posé, euh, ça arrivait très très souvent où l'adulte dit mais qu'est-ce qui relève du TSA? Qu'est-ce qui relève du caractère? Qu'est-ce qui relève du haut potentiel? Qu'est-ce qui relève par exemple d'un TDAH associé, etc. du Et post-trauma. voilà. Et souvent, on reprend avec les personnes en disant ok, alors le diagnostic, ça a amené un soulagement direct de se dire, oh, je suis pas folle, machin, tac, tac, tac. Donc il y a bien quelque chose qui peut expliquer certaines choses. Et après, il y a un moment down, et souvent, moi, je les vois dans ces moments down, donc on évalue vraiment ce qui relève de quoi, du diagnostic, etc. Et on propose des stratégies pour pouvoir fonctionner mieux. Ce que je propose en général aux personnes, souvent, je leur dis, euh, enfin non, c'est ce qu'elles-mêmes disent, c'est je relis mon passé avec le diagnostic. Et je me dis, ah bah là, finalement, j'ai trop surcompensé et je me suis épuisée. Mais pourquoi je me suis épuisée? Qu'est-ce qui explique que j'en suis arrivée à m'épuiser, à me fatiguer? Et là, on explique le fonctionnement du TSA avec le système nerveux, comment les hypersensibilités, hyposensibilités, toutes les interactions sociales peuvent fatiguer, etc. Ouais. Ça, c'était une des questions aussi. Est-ce qu'on peut reconnaître pour soi-même, je sais que les autistes sont très différents les uns des autres, mais qu'est-ce qui fait qu'on peut reconnaître le déclencheur du dépassement de la limite, au niveau même physique, émotionnel. C'est justement la difficulté de l'autiste, de parfois faire le lien entre ce qui Ouais. arrive et la cause. Mm. Est-ce que dans l'équipe, vous aidez un peu comme ça à lister le... On essaye, après c'est vraiment propre à chacun. Ouais. Moi, ce que j'aime bien faire de manière très très pratique, c'est d'évaluer des journées type avec la personne et puis de se dire, ben, le matin quand tu te lèves, Mhm. sur une échelle de 1 à 10, tu as combien d'énergie? 10 étant j'ai beaucoup d'énergie, puis 0 c'est à plat. Et du coup, souvent les personnes disent, ben, moi au réveil, j'ai 2 de tension. Donc j'ai 2 sur 10. Ok, ben, c'est normal. Enfin, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et puis, genre, après avoir mangé, ou le déjeuner, par exemple, ou en milieu de matinée, jusqu'à, je sais pas, pour ceux qui travaillent vers 9h30, 10h, il y a une pause. Et ben là, ça monte gentiment vers 10. Et puis, d'avoir redonné, des fois, ils mangent quelque chose, ça redonne un peu de carburant. Donc, ça s'approche des 10. Puis après, on voit, avant le dîner, ça redescend un peu. Le dîner, le repas du midi. Et puis après le repas du midi, ça remonte. Et souvent en fin de journée, à partir de 15h, souvent il y a- c'est à plat. Et après, de faire déjà ça, on peut identifier ce que fait la personne concrètement dans ses journées et quelles activités prendraient le plus d'énergie.
Oui, elle peut même sentir elle-même, là, je me sens épuisée, qu'est-ce qui s'est passé et noter. Et s'il y a Voilà. des choses qui reviennent, genre j'ai eu des interactions sociales ou j'ai eu un gros stress à cause de ça, elles peuvent anticiper un peu plus. Oui. Ou aménager. Des fois, je dis, mais très concrètement aux personnes, si tu vas dans le supermarché du coin, un immense supermarché, le samedi matin à 10 heures, probablement beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, c'est pas une bonne idée d'aller. Oui, Pas casse-côtinerie, etc. Mais plutôt, si c'est possible, soit de faire venir à domicile les courses, hein. En Suisse, on a des modalités comme ça, ou d'aller, par exemple, à 1 heure, entre midi et 1 heure, il y a des fois moins de monde, de en trouver semaine. d'autres créneaux en semaine, voilà, dans la mesure du possible. Donc ça, c'est des choses pratiques qu'on va donner pour justement éviter qu'il y ait des grosses fatigues. Oui, c'est ça. Et alors Ouais. l'autre question, c'est mais par exemple une invitation à un événement qui tient à cœur. Mhm. C'est très compliqué pour les personnes autistes de faire le choix entre ben, j'y vais quand même malgré les conséquences ou bien j'y vais pas et alors si je refuse, comment est-ce que j'explique si j'ai pas envie de dire que je suis autiste ou que j'ai pas envie qu'on se moque de moi parce que je demande de baisser la lumière ou je demande de, mais que j'ai envie euh, Mhm. comment donc en fait il y a deux questions en une dans ma question. Il y a trois questions en une. Comment doser la différence entre le fait que quelque chose est très important pour nous, mais que ça risque de fatiguer. Mhm. J'imagine que c'est propre à chacun. Et puis, comment expliquer aux gens si on ne dit pas qu'on est autiste ou si on dit qu'on est autiste, comment leur expliquer à quel point l'autisme en fait que c'est impossible pour nous, c'est pas un caprice. Ce qu'on dit d'une manière générale, c'est d'essayer de rendre le maximum de choses prévisibles. Ouais. Donc, déjà d'expliquer, enfin, si par exemple, moi j'ai une personne qui me dit j'ai une fête de famille, par exemple, tel jour, une fête d'anniversaire ou peu importe, tel jour j'aimerais bien y aller. J'ai l'envie, mais j'ai pas l'envie. En gros, oui, je comprends. Je dis alors. Si c'est pas non plus tous les jours, si c'est une fois par année, et puis je dis, bah, ok, bah, peut-être que ça vaut la peine pour maintenir un peu les relations et tout, d'y aller. Donc, c'est de, 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 de se dire qu'est-ce qui peut se passer quand tu vas déjà avant faire une activité tranquille pour garder un minimum d'énergie. Et puis quand tu vas, voilà ce qui peut se passer. Il y a des gens qui vont venir te faire la bise au début, certainement. Donc là, euh, tu peux dire, je suis pas trop à l'aise avec la bise. Moi-même, j'ai pas été ça, mais quand je vais dans des fêtes de famille, au bout d'un moment, je dis, oh, mais il y a trop de monde. Moi, je vous dis bonjour comme ça. Alors, des fois, je vous dis bonjour comme ça parce que je suis une princesse. Je fais un salut de princesse, puis je me marre. Et puis voilà. Puis j'ai ma nièce qui est tellement chou qui dit, moi aussi, je suis une princesse. Voilà. On est deux. Mais c'est vrai aussi le fait de partir plus tôt. Toutes les choses qui pourraient vexer les gens. Quelle est la meilleure façon? Après, ce que je dis aussi, bah alors là, du coup, on entre dans la phase où la personne est au milieu du monde, au milieu de cette fête, et là, de dire, ben, euh, je pense qu'on va, neurotypique ou neuroatypique, s'il y a trop de soleil, on va faire en sorte de se déplacer ou on va dire aux gens, je vais juste fermer un petit peu je vais descendre le rideau ou le store, est-ce que ça vous dérange? Voilà. Après, je sais que pour les TSA, c'est plus dur d'oser demander, hein. Ça, c'est clair que ça va demander beaucoup d'énergie. Donc, Et pourquoi est-ce qu'ils ont du mal à demander? alors, souvent, les personnes avec TSA, elles vont se dire, mais si je demande, est-ce que je vais formuler de la bonne manière? Est-ce que l'autre va pouvoir réagir différemment? Et puis, en fait, et puis elles font plein de scénarios, et puis ça part en crise d'angoisse avant qu'elles aient eu le temps de demander. Et tu vois, Souvent, là, ça me fait pointer du doigt une des choses les plus importantes, je trouve, qui a été partagée dans le groupe d'autistes, c'est finalement, ce qui est fatigant, c'est que nous, on doit toujours faire attention
de ne pas vexer, de ne pas déranger les autres, de ne pas dire des choses qui seraient mal comprises, de s'adapter, de mieux fonctionner. On dit, voilà, vous avez votre diagnostic et maintenant on va vous donner des stratégies d'adaptation. Mais est-ce qu'on pourrait pas arriver à un monde qui accepte les autistes, pour qui c'est déjà tellement difficile, et pas en plus leur demander de s'adapter alors que les autres ont une vie plus facile et que, en fait, est-ce que le but, c'est pas aussi, mais je suppose que c'est ce que tu fais ou ton association par la sensibilisation, c'est Mhm. d'apprendre au monde ce que c'est l'autisme et d'apprendre à quel point c'est important que les autres s'adaptent aux autistes aussi. Ouais, ouais, ouais. Alors c'est vrai que ça nécessite encore beaucoup de sensibilisation. Après, moi des fois je confronte un peu les personnes avec TSA parce qu'il y en a beaucoup qui répondent aux attentes. Par exemple, si voilà, là je suis dans mon bureau, dans un moment j'aurai le soleil qui va arriver, qui va bien éblouir tout mon bureau. Si j'ai une personne en face de moi qui a un TSA, je vais peut-être lui dire, bah, je vais fermer le rideau. Est-ce que ça te va? Puis elle va peut-être dire, non, non, mais c'est bon. Je dis non, mais il y a du soleil, c'est OK pour moi qu'on le ferme. Et peut-être qu'elle s'attend à ce que je dise non parce que j'aime bien le soleil ou voilà. Donc je dis non, là maintenant, on ferme. Des fois, c'est moi qui prends le lead euh, pour que justement la personne, elle essaye pas trop de s'adapter non plus. C'est ça. Mais c'est, voilà, c'est- je dis, mais moi, à ta place, j'aimerais que le rideau soit fermé, donc je vais le Waouh. fermer. Non, c'est vrai qu'elles apprennent à ne pas déranger à un point Ouais, ouais, ouais. Mais pour être inclus, quoi, incluse dans. moi, je vois des fois des personnes qui gardent juste un écouteur dans l'oreille. Ah oui. Il y en a celles qui supportent d'avoir quelque chose, hein, parce qu'il y en a qui n'aiment pas, qui préfèrent avoir le gros casque, mais d'avoir un écouteur puis de dire écoute, je laisse là, parce que ça atténue un petit peu le bruit, j'ai plus de facilité à me concentrer ici. Oui, oui. Ou j'ai de l'hyperacousie. Voilà. Voilà. Des lunettes un peu teintées. Ça aussi, si c'est possible. Après, des fois, de se placer plus contre un mur, dans le coin, par exemple. En fait, de se placer dans le coin, ça permet d'avoir, comment dire ça, d'une manière fluide. Ça permet que on n'ait pas besoin de contrôler ce qui vient derrière. Oui, oui, l'inattendu de. Oui. Voilà, on peut s'ouvrir sur le reste et puis c'est plus facile d'avoir le contrôle là-dessus que si on doit se dire je dois encore faire ça. Et voilà. Alors, moi, les stratégies que j'ai mis en place aussi, c'est de dire aux gens, ben écoute, j'aimerais beaucoup venir à ta soirée, mais c'est trop pour moi, c'est trop il y a trop de stimulation. Enfin, moi, je dis que je suis autiste, donc évidemment, c'est pas, j'ai pas besoin d'inventer des choses, mais du coup, pour pas vexer, je propose à la personne, et si on allait faire une promenade à deux une fois, tu vois? Bien, il y a plusieurs personnes que j'ai envie de revoir dans cette fête, mais surtout deux, trois personnes. Et puis je leur dis, bah, je suis triste de pas pouvoir venir à la fête parce que c'est trop fatigant pour moi, mais je propose un. Et alors on fait quelque chose qui me convient à deux. C'est beaucoup plus Ouais, facile. chouette, ouais. Ça, c'est une bonne idée. Ouais, Après, il y a des gens, des personnes qui disent, alors on sait, moi, je ne cautionne pas le mensonge et les personnes avec TSA, la plupart n'aiment pas mentir. ouais, Donc je ouais, vais en tout cas pas cautionner ça. Mais des fois je leur dis, mais tu peux aussi dire, je reste un moment ouais, jusqu'à telle heure, parce que le cerveau aime quand c'est prévisible. Il ouais, aime quand il y a un début, une fin. Donc c'est plus facile à supporter si je dis, je viens de 11h30 à 14h. ouais. 14h30, 15h si on se dit qu'il y a un repas avec le dessert, 15h. Comme ça, mon cerveau, il sait qu'il doit supporter ça. Et après, moi, je dis aux personnes, bah, vous pouvez dire que vous avez un rendez-vous. Vous aurez de toute façon un rendez-vous. Si c'est pas avec quelqu'un d'autre, c'est au moins avec vous-même pour prendre C'est joli ça. Ouais, vous-même. ouais, c'est très joli C'est ça. important de prendre soin de vous-même et vous pouvez mettre dans votre agenda rendez-vous pour décompresser. C'est génial. J'adore, j'adore. Et puis aussi les restaurants, savoir bah, si c'est trop bruyant, on peut pas. Et donc soit on choisit une heure où il y a moins de monde, un restaurant où il y a moins de monde, ou bien alors on propose d'aller pique-niquer dehors, ou au pire d'inviter chez soi et d'acheter des plats tout faits si on n'a pas l'énergie. Oui, ouais, ouais, ouais. C'est à voir qui est impliqué en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et quelles sont la majorité des demandes qu'il y a par rapport au suivi dans ce que tu as expérimenté? Majorité. Hmm.
Alors, les demandes sont souvent par rapport à l'organisation Ah oui. des personnes en fait, qui disent, je vais essayer de répondre à toutes les demandes de tout le monde. Et finalement, qui s'épuisent. Donc, on va déjà réorganiser le planning de la journée, de la semaine, pour avoir des plages horaires de récupération. Déjà par rapport à ça, il y a beaucoup de demandes pour euh, travailler sur les compétences sociales. Moi, ce que je fais souvent, alors si je suis en 1, on va plutôt faire des jeux de rôle, par exemple. Je fais des scénarios sociaux écrits de ce qui peut se passer dans telle situation, puis après on les retravaille en jeu de rôle, Mhm. euh, avant d'aller dans une situation un peu plus concrète encore sur le terrain. Qu'est-ce qu'on a? Attends, je reviens encore sur l'organisation. Parce Oui. que c'est vrai que, en fait, ce qui est difficile pour la personne autiste, c'est quoi? C'est de mettre des priorités ou bien de ne pas forcément aller jusqu'au bout de quelque chose en laissant tomber le reste, ou enfin, c'est des choses comme ça? Et aussi dans tout ce qui est de l'activation, de pouvoir se mettre à la tâche et de pouvoir déjà commencer la tâche. Ça. Et il y a Avant des de trucs finir pour, il y a des par la trucs pour ça, pour commencer la tâche? Ou c'est juste commencer la tâche? Bah justement, ça vaut la peine d'identifier les moments dans la journée où on est le plus, on a la meilleure énergie. À 7 heures du matin, c'est peut-être pas forcément là qu'on va commencer à faire le plus de choses. Ça dépend de tous les gens, hein. Ouais, Mais souvent, on est encore un petit peu dans les choux. ouais. Donc, il vaut mieux viser de faire des grandes tâches qui demandent beaucoup d'énergie, par exemple entre 10 heures et midi, par exemple. Donc déjà ça, après pour se mettre à la tâche, déjà de toujours rendre prévisible, de se dire, OK, théoriquement, j'ai prévu que ça aille de telle heure à telle heure. Dans l'organisation un peu plus précise, ce qu'on vient faire avec mon équipe, on va apprendre à estimer le temps de la personne. Et pour ça, on va dire, alors là, je vais peut-être plus cibler sur des grands adolescents, on va dire, des adolescents, jeunes adultes qui sont en fin d'études gymnasiales, par exemple, avant d'aller à l'université. Il y a souvent pas mal de gros examens et tout. On dit, ben, pour étudier pour ton examen là, qui a lieu mardi prochain, par exemple, tu penses que tu en auras pour combien de temps? Puis là, souvent, c'est la galère, je sais pas, pour 10 heures. Je dis non, mais c'est pas possible. On reprend tous les objectifs s'il y en a que le prof a donné, et puis on pointe. Bah, ça, t'en as peut-être pour 30 secondes, ça pour 3 minutes, ça pour 5 minutes, on additionne, puis en disant, ah bah finalement, t'en as pour 45 minutes. Et 45 minutes, t'es pas obligé d'étudier tout d'un coup. Tu peux étudier par petits bouts. Et on va mettre ça dans un planning. Donc là, on revient sur l'organisation. Et c'est plus facile après de s'activer, de se mettre dans la tâche si on arrive à séquencer. On arrivera plus facilement au bout quand c'est des... Je pense que, enfin, en tout cas chez moi, c'est assez fort, c'est aussi faire la distinction entre le sentiment d'urgence et l'urgence réelle. Fait que si quelque chose est là dans la tête qu'on n'a pas fait, ça peut prendre une telle proportion, je dois le faire, sinon je suis foutue. Alors qu'en fait, c'est difficile de relativiser. Ça, c'est aussi un apprentissage, je pense. Ça, oui. Et ça, alors, ça rejoint entre autres la flexibilité. C'est ça. Voilà, dans les fonctions exécutives, etc. Donc, on va aussi travailler ça, mais petit à petit. On prend des choses qui sont assez, entre guillemets, au début faciles. Pas que ça Euh, crée une angoisse trop forte. voilà, voilà. Et là, encore moi, avec des jeunes adultes, 18, 19 ans, donc qui arrivent à la fin de l'adolescence, dans le cadre du chantier du cerveau, là, et je dis maintenant, on va essayer de travailler la flexibilité. Je prends un post-it et je note, je reste flexible, je pose sur la table, et puis je dis, en principe, j'ai un time timer avec moi, et je dis, c'est 1 minute. Pendant 1 minute, on va faire un truc qui va te demander de l'énergie. C'est 1 minute, après ça sonne, c'est fini. Mais pendant 1 minute, on va faire pas comme d'habitude. Et puis, on augmente petit à petit ce temps. Mais chaque fois, il y a le chronomètre, donc la personne, elle sait exactement quoi on travaille, combien de temps, et d'amener le sens. Parce que c'est pour le jour où, si je te laisse continuer dans ton fonctionnement comme ça, dans 30 ans, tu risques d'être embêté.
parce que tes configurations neuronales, elles vont continuer de grossir. Donc, si maintenant je t'apprends à faire des micro-changements, eh ben, tu arriveras plus facilement par la suite à entrer dans des changements un petit peu plus conséquents. Ouais. Bien. On commence par petit. Ouais. Donc, tu as parlé d'organisation, des interactions sociales. Le changement aussi, donc toutes les stratégies pour faire face au changement, ça en intervient beaucoup. Ouais. Gestion du stress, etc. Et Ouais. il y en a qui arrivent à acquérir des compétences pour moins stresser face au changement. Comment est-ce qu'ils arrivent? Alors la grande difficulté, c'est par rapport à la généralisation, mais quand on leur apprend dans un certain contexte, elles y arrivent à force d'entraîner dans ce contexte, elles arrivent dans le contexte lui-même. Après, c'est de généraliser, ça prend beaucoup de temps, mais il y en a qui arrivent très très bien dans un contexte. Euh, Après, bon, en général, on va quand même regarder des solutions qu'on peut amener dans plusieurs autres contextes. Et là, de nouveau, moi je dis, essaye de rendre les choses le plus prévisibles possible. C'est toujours Donc, on ça. va nous... Ouais, c'est fou. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, quand il y a un imprévu énorme qui arrive et qu'il y a une panique, qu'est-ce qu'il faut faire? Mhm. Alors, justement, quand on essaye de rendre les choses prévisibles, euh, moi, des fois, je fais ce qu'on appelle des scénarios sociaux. Donc, j'écris dans tel contexte-là, si tu vas, je sais pas, visiter un musée. Voilà ce qui peut se passer. Tu arrives, tu prends ton billet au guichet, gna, gna. Parfois, on met beaucoup de parfois. Parfois, il peut y avoir, parfois tu peux arriver dans la porte fermée. Parfois, il peut y avoir ça, parfois, il peut y avoir ça. Dans ce cas-là, ça génère du stress. Et quand tu es stressé, tu peux utiliser telle ou telle stratégie. On exerce ces Genre la stratégies-là. respiration, Vider les toilettes, par exemple. Ouais, ouais. Ça, il y a beaucoup, beaucoup de stratégies qui existent. Je pense qu'on en trouve plein sur Internet. Mais pour certains, ça va être de prendre une balle anti-stress, pour déjà de boire un peu. Moi, je conseille d'avoir un peu d'eau, en tout cas, à disposition, vraiment pas loin. Parce qu'en cas de stress, on est vite déshydraté aussi. Euh, qu'est-ce qui revient souvent? La respiration, c'est vrai que c'est hyper important. Mais souvent, les gens, ils disent, j'arrive pas. Alors là, ce que je fais, en fait, moi, ce que je préconise le plus, c'est de passer par le système proprioceptif. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, le système proprioceptif. c'est parce qu'il y a pas 5 sens, il y en a 9 et Il y en a plus, oui, ça, ouais. c'est un des sens. C'est un des sens. En fait, le système proprioceptif ou proprioception, c'est la conscience du corps dans l'espace. En fait, c'est un sens qui est excellent. C'est le sens qui me dit maintenant que j'ai une chaise sous mes fesses et j'ai pas besoin de regarder toutes les 2 secondes s'il y a toujours la chaise sous mes fesses. C'est le sens qui me permet de prendre ma gourde comme ça et pas comme ça ou pas de manière trop lâche. Donc, qui va permettre de doser la force. Et ce système, il a des capteurs dans les os, dans les muscles, dans les tendons, etc. C'est vraiment très profond. Et alors, je vais mettre mon bras comme ça. Si par exemple, là, je fais ça, je stimule le système du toucher, système tactile. Si je fais ça chez certaines personnes, je me ramasse une baffe. Oui, Mais si je fais, si je fais ça, donc je suis pas en train de me faire mal, hein, je suis en train de serrer plus ou moins fort, ça me fait absolument pas mal. Là, je vais stimuler le système proprioceptif. Je passe la barrière du toucher et ça, c'est un autre niveau. Et les capteurs proprioceptifs, ils envoient 2 messages à choix au système nerveux. Un des messages, c'est tu te régules. Si, par exemple, je suis en formation continue, moi j'aime beaucoup bouger, je suis un peu hyperactive, en avant le repas, j'aurais tendance à bouger sur ma chaise, comme ça. Et en fait, là, c'est mon système nerveux qui me dit, oh, je suis un peu KO et tout, et qui communique avec le système proprioceptif, bouge un peu, comme ça, je reviens, je me rééveille, si on veut bien. Je garde la concentration. Donc ça, c'est un message qu'envoie le système proprioceptif au système nerveux. Et l'autre message, c'est tu t'apaises. Par exemple, quand on fait des massages, si vous faites masser, les gens se font masser, souvent ça apaise.
Si on fait des pressions profondes comme ça va envoyer un message au système nerveux via le système proprioceptif. Ça va lui dire, apaise-toi. Mm. Ou si on utilise des gilets lestés, des vestes, des couvertures lestées aussi, ça stimule le système proprioceptif et ça communique avec le système nerveux. Donc ça peut apaiser. Et alors moi, des personnes qui vont me dire, ouais, mais les exercices de respiration, j'aime pas, machin et tout. Je vais dire, ok, alors dans ce moment-là, à ce moment-là, soit tu te plaques contre un mur pour avoir un maximum d'informations proprioceptives, soit tu fais des pressions profondes, ou alors vraiment, ça fait peut-être un peu de bruit quand on peut faire comme ça, de, de, mais assez fort, hein, Mhm. de, de- ouais, des frottements comme ça pour apaiser Oui, et puis le système. ça fait revenir à l'ancrage. Je suis là, j'existe. Le musée est fermé, mais c'est ailleurs que. Enfin, c'est pas moi qui suis en danger. C'est ça. Une demande vraiment difficile, je crois, c'est est-ce qu'on peut apprendre à repérer le mensonge et la manipulation? Peut-être que Ouais, ça c'est difficile. Le mensonge, je crois que déjà les neurotypiques entre eux, ils ont de la peine à bah oui, gérer. Après la manipulation, là, mais là j'ai envie de dire, même chez les neurotypiques, souvent, ils reconnaissent pas forcément, c'est bah oui. l'entourage qui arrive le plus facilement à dire. Mais il y en a qui sont très très bons hein, dans la manipulation et puis qui vont Mm. séduire tout le monde et ouais, Je ouais. dirais que le moment où ça devient peut-être où il y a des signaux d'alerte, c'est le moment où je suis moi considérée comme coupable, quoi qu'il arrive, et l'autre n'est jamais en tort. Là, on est dans quelque chose de toxique. Clairement. Mais il y en a beaucoup hein, qui sont victimes de manipulation dans les Ouais. TS. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment de trucs. Les autistes sont un peu plus naïfs que la moyenne, mais c'est pas possible de leur apprendre à être moins naïfs. C'est l'expérience qui fait que qu'ils apprennent. Malheureusement, ouais. Ben, alors peut-être que aussi ce qui est quand il y a quelque chose qui est trop dans la séduction, dans l'idéalisation, dans les fausses promesses. Avec moi, il y aura jamais, il y aura toujours, ce sera le mieux, tu es la personne la plus, la seule qui, nanana. C'est une relation où il y a une séduction un peu excessive quand même. Là, carrément. Ouais, ouais, ouais. Ou des fois, il y a aussi la projection. Moi, j'ai vu des personnes hein, qui disaient, ah ouais, mais tu gères pas tes émotions. Enfin, qui disaient à l'autre personne, mais tu sais pas gérer tes émotions, alors que c'est la personne elle-même qui gérait pas et qui projetait sur l'autre. Souvent, ce qu'on remarque, c'est que la personne, elle aura tendance neurotypique ou TSA, elle aura tendance à dire, ouais, mais je lui donne encore une chance. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il y a ça, mais c'est une personne qui a beaucoup souffert, il faut le comprendre. Ou elle m'a dit ça tel jour parce qu'il y a eu ça, mais Ouais. demain, ça ira mieux. Ou bien c'est bon, Oui. il ou elle m'a dit qu'il allait changer. Mais non, mais bon. Oui, oui. Alors ça c'est peut-être le truc quand la personne elle dit oui, je vais changer. Alors ça c'est peut-être l'alerte de dire non, on arrête, on arrête. Et Après, puis, oui, oui, dis-moi. l'autre pendant de la séduction, c'est la peur. Quand on a un peu Ouais, peur de quelqu'un, on se dit, oh, comment ouais, est-ce qu'il va réagir et tout. ouais, C'est pas normal ouais, dans une relation saine. ouais. J'allais dire, est-ce que, mais ça c'est difficile des fois pour les personnes avec ça, mais est-ce qu'on se sent en paix avec cette personne ou pas? Ouais, je De sais pas pas. devoir marcher sur des œufs pour ce qu'on dit, pour ce qu'on fait. Ouais, on doit faire attention à tout et complètement surcompenser encore plus qu'avec d'autres personnes. Combien d'énergie va me prendre cette interaction, peut-être aussi de se dire, Ouais, qu'est-ce qu'elle m'apporte? ouais. Mais par contre, si la personne ment ou pas, ça, c'est vraiment l'expérience qui fait que si une fois on lui donne crédit et puis une autre fois encore et puis une autre fois, non mais c'est pas possible, ça c'est un mensonge et puis que ça se répète, c'est que cette personne a l'habitude de mentir et donc de manipuler. Ouais. Ouais. C'est ça. Dans ce cas-là, autant, moi j'ai envie de dire, couper la relation. Oui,
Mais c'est pas quelque chose forcément qu'on peut savoir au début. Ouais. Non, c'est ça, c'est compliqué. Comment savoir si quelque chose va nous plaire ou pas? Voilà. Et puis de se dire à la personne, attention, parce que des fois, euh, il y a trop de choses, de nouvelles qui englobent cette activité. Donc il faut bien se dire, des fois, c'est pas que l'activité en question qui plaît pas, c'est juste que, mais il y avait une nouvelle personne, je savais pas où étaient les toilettes, il y avait trop de détails, il y avait une lumière qui m'allait pas, mais l'activité en question, peut-être qu'elle était bien. Ouais. Et après, Et s'il y a quelque chose qui arrive et que ça déclenche une surcharge, euh, comment est-ce qu'on repère que la chose va déclencher une surcharge ou qu'elle est en train de déclencher une surcharge? alors, c'est hyper compliqué. Là, j'ai en tête une situation alors d'une jeune qui est pas, qui est adulte maintenant, mais du temps où elle était adolescente, je l'ai accompagnée en cours. J'étais m'asseoir sur les bancs d'école avec elle parce après le Covid, elle a eu une hospitalisation. Enfin, elle a pu retourner à l'école, elle a été hospitalisée et puis il fallait quelqu'un à l'école. Donc, je l'accompagnais en cours. Et en fait, moi, j'étais focalisée sur essayer de repérer chez elle des signaux de stress. Et Mm. j'avais repéré que des fois, si je lui pose une question, elle fait comme ça. Je dis, ah, elle me répond pas oralement. Ça veut dire qu'elle est elle est proche du shutdown. Des fois, elle faisait comme ça. Elle piquait un peu du nez. Ça, ça c'est un autre signe que j'évalue comme du stress chez elle. Et je sais plus, il y avait encore un signe, mais je crois que je l'ai oublié. Mais j'avais repéré des signaux. Et je disais, tu vois, moi, quand je vois ça, je dis, on part. Donc, je sortais de la classe avec elle. Mais c'est tout un travail de se dire, est-ce que tu sens quand tu fais comme ça ou quand tu fais comme ça? Puis au début, elle disait non. Puis je disais, ok, là, tu viens de faire comme ça. Ah oui, Pour d'accord. apprendre, Ouais, c'est ça. pour faire une relation entre tout, de dire, ok, dans cette situation, tu as fait ça, moi, j'interprète comme du stress. La réponse, c'est on sort. Ouais. Ou tu ton casque anti-bruit. C'est fou parce que ça peut être très invisible. Moi, je pense là maintenant à mon fils, il avait un signe très invisible qui est que le blanc de ses yeux commençait à devenir rouge. Il bougeait Ah pas, il ouais. disait rien, et le blanc de ses yeux commençait à devenir des petites veines qui. Et puis je lui disais, tu te sens pas bien? Et il se rendait même pas compte qu'il se sentait pas bien, mais il était sur le bord du shutdown aussi, quoi. Donc, c'est fou. Et en fait, à un moment donné, je lui ai dit, mais moi, je vois dans tes yeux, nanana, est-ce que toi, tu sens quelque chose? Et il a dit, oui, ça chauffe un peu. Et Ah c'est devenu ouais. un signe génial pour lui. Il sent que ça chauffe dans ses yeux. C'est complètement dingue. Ouais, ouais, ouais. Waouh. Après, c'est intéressant aussi de regarder avec la personne avec TSA tout ce qui va recharger la batterie, si on peut dire ça comme ça, donc qui va ressourcer, tout ce qui décharge et, et d'imaginer, euh, je crois que c'est Amandine Legrand, ou Grand, Legrand, je crois, qui a un compte Instagram, et puis elle a écrit tout un truc sur l'autisme et la fatigue. Et elle dit, c'est intéressant de repérer, quand on arrive sur la réserve, elle prend l'analogie du compteur, enfin, ouais, c'est pas du compteur de la voiture, mais pour l'essence de la voiture, la jauge, et puis elle dit, quand ça arrive sur la réserve, c'est le moment en tout cas d'aller faire le plein. Faut pas attendre trop longtemps C'est ça. Ouais, avant, mais voilà. Et de repérer les signaux qui disent là, je m'engage dans la réserve. ouais. Et, Et- et après, pour la recharge, repérer ce qui, ne pas se restreindre dans le fait de vraiment trouver tout ce qui peut recharger, parce que parfois, ce sont des petites choses, genre des tissus doux, une oui, musique qu'on aime, mais ouais, et on peut mettre tout ça en place dans une pièce chez soi pour vraiment plonger à l'intérieur d'un espace de recharge. ouais, 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 ouais. Alors, peut-être plus pour expliquer brièvement à l'entourage ce que peut être une surcharge en fait du système nerveux. Moi, j'aime bien expliquer avec ma gourde, puis je dis que on sait que pour les personnes avec TSA, les interactions sociales sont énergivores. Hop, ça charge un bout du système nerveux. Toutes les consignes, souvent elles sont trop longues ou elles sont pas assez claires. Hop, ça charge. Après, il y a tout ce qui est du domaine des imprévus. Hop, ça charge encore. Tout ce qui est des aspects sensoriels. Hop, ça peut charger. Et donc, ça.
c'est le système nerveux. Quand il est au maximum de sa surcharge, on va dire, ça peut entraîner des shutdowns ou des meltdowns et ça peut être plusieurs fois par jour. Et tu peux Donc, rappeler un peu ce que c'est shutdown et meltdown, parce que les gens ont parfois l'impression que c'est spectaculaire, et certains autistes disent, ah, mais je savais pas qu'en fait je faisais ça, mais je le faisais de façon plus discrète que je ne croyais. alors, on entend un peu toutes les versions hein, sur le shutdown et le meltdown. Moi, je me suis documentée auprès d'une chercheuse qui a dit qu'en fait, le shutdown, c'est une sorte d'implosion. C'est donc la surcharge du système nerveux qui amène à l'implosion. Donc les personnes, elles vont plutôt arriver dans le mutisme. Enfin, Mhm. c'est un peu par analogie au plantage en informatique, il y a plus longtemps. Et souvent, l'entourage dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils vont tapoter sur le bras en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi. La personne, elle peut pas. Elle est en surcharge. C'est quand tu dis à ton Le meltdown, étudiante, tu poses une question à ton étudiante et qu'elle fait ça, et qu'elle répond pas. ouais, Elle commence le... Oui, ok. ouais, elle est au bord et puis je me dis, oui, oui, oui. Ok. Et le meltdown, c'est plutôt l'explosion. Donc les personnes, ça va être plus visible en fait. Les comportements, elles vont pleurer, elles vont crier, elles peuvent taper, etc. Donc c'est plus de l'ordre du... J'ai l'impression que c'est moins dangereux pour les autres peut-être, mais pour soi-même parce qu'il y a un exutoire, alors que le shutdown, il y a tout qui se Et condense à dans l'intérieur. les C'est deux hyper cas, fatigant. dans les deux cas, c'est à éviter parce que c'est le système nerveux qui prend cher, quoi. Ça, c'est à éviter. Après, un autre truc que j'ai pu apprendre lors du premier congrès national de l'autisme en Suisse, que je trouve excellent, et ça, quand je fais des formations, des sensibilisations, je mets ça au point. Je forme des groupes de 5 à 6 personnes, et puis après, chaque personne se numéro de 1 à 5 ou 6. Le numéro 1 se trouve dans la peau d'une personne avec TSA. Et je donne comme consigne d'écouter d'eux et pas taper. Alors on peut, voilà, la négation, j'ai encore pas trouvé comment éviter cette négation, mais souvent on me dit pourquoi pas taper, puis je dis, vous allez voir après. À deux, je dis, vous allez lire un article que je donne, un article de journal, à un, bien en face. Mais le temps que je donne la consigne aux autres, je fais sortir les uns. Et puis je dis trois, vous allez chanter le plus faux, pas fort, le plus faux possible dans l'oreille droite de un. Quatre, vous allez souffler assez proche de l'oreille gauche de un, c'est insupportable. Et puis 5 et 6 ou que 5, s'il n'y a pas 6, vous chatouillez les mollets de un. Je fais durer 1 minute à 1 minute 30. Le nombre de fois, mais même des adultes, dans des écoles sociales d'éduc, par exemple, le nombre de fois où j'ai dit et pas taper. Vous avez vécu ça 1 minute et demie, mais combien il y en a qui ont voulu taper? Ouais, Qui me disent c'est horrible. J'ai dit, mais alors vous, quand vous accompagnez des personnes atteintes d'autisme, plus jamais vous ferez comme vous avez fait jusqu'à maintenant. En vrai, ils me disent, ah ouais. Et des profs, des fois, ils disent, ok, donc quand on est au tableau en train d'expliquer un truc, puis que l'étudiant il doit prendre des notes, et puis qu'il y a quelqu'un qui fait pipi pipi à côté, et puis quelqu'un qui éternue et tout. Ah ouais, puis je dis, ben oui, il suffit qu'il y ait encore une couture du pull ou voilà, qui gratouille et tout ça. Ah waouh. ouais, ouais, c'est cool. C'est juste pour les autistes, la même chose en beaucoup plus intense. Et Et, toute la journée. Ouais. Et parfois ça, les ruminations aussi. oui. Ça, Ouais. c'était aussi une des questions. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas... Est-ce qu'on peut arrêter de ruminer sur ce qui s'est passé, d'essayer d'analyser, est-ce que j'ai dit ça, est-ce que c'était juste si elle m'a répondu ça, est-ce qu'elle pense que... il y a des gens qui disent que ça leur bouffe toute leur énergie, et est-ce qu'il y a des stratégies pour se relaxer par rapport à ça? Ça, c'est compliqué. Moi, je trouve, alors, seul, pour les personnes qui sont vraiment seules, je pense que ça doit être compliqué. Après, là, nous, on les suit en coaching et tout, elles vont nous parler, donc on va pouvoir débriefer. Puis de dire, ça, c'était bien, ou ça, ok, je te donne une astuce pour une prochaine fois. Et Mhm. puis, du coup, ça leur permet d'avoir un point de vue externe. Mhm. Ça vaut la peine de débriefer, ou même dans des groupes. Des groupes, là, on en a qui sont pour des personnes adultes avec TSA. Et jusqu'à pas longtemps, moi, j'en animais un.
enfin, j'animais tout seul, mais j'étais présente. Mais du coup, entre eux, ils disaient, ah ouais, moi j'ai fait ça, vous auriez réagi comment, etc. Et puis ils échangent. Et Mm. là, ça aide. Et puis moi, je peux aussi amener un autre point de vue. J'aurais envie de dire aux personnes d'échanger avec une personne de confiance. Ça, ou bien, enfin, la technique que moi j'applique, c'est de me dire peut-être que j'interprète, déjà ne pas interpréter alors qu'on ne sait pas si ce qu'on a fait a eu un impact négatif ou pas, et demander. Dire, ouais, j'ai l'impression que ce que j'ai dit là a pu être déplacé, je suis Mhm. désolée si ça t'a blessé, dis-moi. Et Oui, puis, comme ça, réparer la chose plutôt que de ruminer, quoi. oui, ouais, ça Je fonctionne. trouve que là, ça me fait penser à quelque chose qui est très compliqué aussi dans les questionnements, c'est on peut se dire, oh là là, faudrait que le monde neurotypique quand même accepte que les autistes, eux, n'ont pas forcément la même façon d'aborder les choses et que c'est pas de leur part de la mauvaise intention, c'est pas, il faut accepter, il faut accepter. Et puis d'un autre côté, il y a des personnes autistes qui peuvent en fait être malveillantes et dire, ouais, mais c'est parce que je suis autiste. Donc, c'est aussi, bon, voilà, c'est pas une question que je pose, c'est un constat que je fais. Mhm. C'est un peu compliqué parce que, par exemple, une personne autiste peut ne pas avoir tout à fait conscience de la limite que pose l'autre, du besoin de l'autre, des émotions, et dire, oh, je suis désolée, j'ai du mal avec la théorie de l'esprit, ou je sais pas quoi, et puis donc, j'ai pas été suffisamment dans l'empathie. Ou bien elle peut être juste avec un psychisme narcissique, tout simplement. Et, Il y en a peu, hein, quand même. Il y en a peu. La plupart essayent, la plupart sont tout chou. oh, c'est chou! Ok. J'ai une amie, elle me dit de toute façon, Lauriane, est-ce que tu serais capable de dire autre chose des personnes que tu accompagnes? Je sais pas. Mais, mais la plupart du temps, ça part d'une bonne intention. Mhm. Ça part d'une bonne intention. Après, ce qu'on peut dire aussi, et moi je l'utilise moi-même, des fois j'ai la personne, mais attends, comment dire ça? Et de dire la phrase comment dire, l'autre va se dire, ah ben elle est en train de réfléchir à la meilleure formulation. Mhm. Mhm. Et si c'est à côté, ben, de se dire, ah, elle a voulu chercher la meilleure elle avait une bonne intention, elle a cherché du mieux qu'elle pouvait. Oui. Ça paraît à tout le monde. Ça permet de poser aussi, même par exemple, pour quelqu'un dit, ah, ce serait cool qu'on aille manger ensemble tel jour et tout, et de dire, bah, je te reviens demain, je te réponds demain. Une façon tout simplement de temporiser sans sentir l'urgence qui n'est pas forcément nécessaire, et puis réfléchir un peu, est-ce que ça, par rapport à mon planning, est-ce que ça va être une surcharge ou pas? Oui, oui, exactement. Faut que je prenne le temps là. Je vais prendre le temps d'analyser et puis je reviens vers toi. Ouais. Ouais. Des petites combines. Et alors, une dernière question, grande question. Comment améliorer son estime de soi quand elle a déjà été, là c'est moi qui rajoute, quand elle a été déjà bien entamée par le fait qu'on s'est dit qu'on était tout le temps soit trop peu, soit inadéquat, parce qu'on savait Mm, pas encore qu'on était autiste. Et une fois qu'on a le diagnostic, on se dit, ben en fait, moi qui me sentais tout le temps coupable, je mm. suis en train de me dire, ben j'ai traversé des choses difficiles et reconsolider, prendre soin de son estime de soi, c'est important. Alors, moi je dirais déjà, je pense qu'une des choses, c'est que la personne, elle soit au courant des caractéristiques de l'autisme et qu'elle ait l'explication que son cerveau fonctionne beaucoup plus euh, fort qu'un cerveau neurotypique. Il y a des configurations particulières enfin, c'est impressionnant les efforts. Déjà de se dire ça, ça peut apaiser puis se dire, ouais, bah finalement, en ayant, en faisant 10 000 efforts de plus que les autres, je m'en sors assez bien. Voilà, peut-être déjà ça, ça peut aider. Pas dans tous les cas, mais peut-être. Après, moi, j'aime bien dire à la personne, j'avais entendu une fois une personne qui disait, qui montrait un bijou en or. Elle disait, ben, l'or, ça a beaucoup de valeur. Et ce bijou, il a une valeur énorme. Mais si on le fracasse avec un marteau, est-ce que l'or perd sa valeur? Non.
La valeur de l'or reste la valeur de l'or. Donc, de dire à la personne, de toute façon, tu as de la valeur, peu importe ce qui est arrivé. Maintenant, c'est horrible de se faire fracasser. On est d'accord? Mais tu as une valeur intrinsèque et on va reconstruire petit à petit à partir de cette valeur-là. Enfin, il y a plusieurs approches, mais il y en a une déjà de se dire quelles sont tes qualités. Parce qu'on a tous des qualités. Quelles sont tes qualités? Et même le TSA, moi je trouve, c'est comment dire ça, ouais, à double tranchant, parce que les personnes avec TSA souvent ont une faiblesse de la cohérence centrale. Donc elles vont souvent voir beaucoup de détails. Moi je ne l'ai pas du tout. Moi je peux passer à côté des détails. Oh, je suis des fois personne avec TSA. Ça peut être très fatigant de voir tous les détails. N'empêche que pour certaines choses, tu seras beaucoup plus performant que moi, parce que moi, je vais passer à côté de tout. Mais vraiment. Donc, puis là, j'ai en tête, j'ai un jeune qui est hyper doué pour les blind tests, etc. J'ai dit, alors moi, jamais je ne ferai de blind test avec toi. J'ai pas trop l'envie de perdre. Parce que là, c'est moi. C'est mon estime de moi qui serait un petit peu. Et de se dire, bah voilà, tu as des qualités que j'ai pas. Même si je suis ta coach, tu as des qualités que j'ai pas du tout. Ça me fait Déjà, penser à, tu vois, on dit que les autistes, ils ont du mal à détecter quand c'est faux ou les mensonges et tout ça. Et en fait, comme ils ont un cerveau très perceptif, je pense, hein, je fais une hypothèse, mais moi, pour moi, c'est évident quand une peinture est faite avec l'intelligence artificielle ou pas. Mais je ne, il y a même pas de voilà. question. C'est du premier coup d'œil, je sais. Au début, je me disais, mais je me trompe ou pas? Et en fait, je me suis jamais trompée. Alors qu'il y a des Ouais, gens, quelqu'un poste une peinture et dit, waouh, bravo, félicitations et tout. Je dis, mais ils font exprès ou quoi? C'est évidemment l'intelligence artificielle. Et non, je pense, ouais, voilà. Ça, c'est, ouais, ouais, ouais. Bah, typiquement, ouais. je passerai à côté. Je le verrai pas. Peut-être que si j'apprends, mais je devrais fournir beaucoup d'efforts. Et là, j'irais peut-être plus vers une personne avec ça. Mais C'est, tu vois, voilà. il y a aussi quelque chose qui nuit beaucoup à ça, c'est la description du TSA dans le DSM, qui parle de déficience, de manque, d'incapacité, euh, alors que la déficience cache une surefficience et qu'on peut voir les choses d'un tout autre angle. Oui, oui. Après, c'est chaque fois se dire qu'est-ce qui peut. Enfin, qu'est-ce qui fatigue? La cohérence centrale, quand elle est trop faible, elle peut fatiguer, mais dans certains contextes, dans le code, en informatique, moi je connais pas grand-chose, mais dans le peu que j'ai compris, je crois que si on voit bien les détails, on va être beaucoup plus performant que quelqu'un qui ne voit pas les détails. À Silicon Valley, ils prennent des autistes. C'est ça. Après, j'aime beaucoup les langages de l'amour aussi. C'était un conseiller conjugal qui avait répertorié qu'il y en a 5. Il y a les paroles valorisantes. Euh, toucher tactile, donc accolade, etc., câlin. Les moments de qualité, qu'est-ce qu'il y a? Les Les services cadeaux. et Les le cadeaux cadeau. et les services rendus. Voilà. Et de se dire, ben, déjà soi-même, des fois, enfin, c'est important de pouvoir repérer si on y arrive son propre langage de l'amour et puis on peut interagir vers soi-même. Je suis dans les moments de qualité, ben, je vais aller, je sais pas, faire un truc sympa au bord du lac ou en forêt. Si je suis plus au niveau tactile, ben, peut-être un massage, une fois m'offrir un massage. Si je suis plus dans les cadeaux, je peux me faire un petit cadeau aussi de temps en C'est temps. génial. Comme ça. Mais ça participe, je pense, à l'estime de soi. Ouais, ouais, C'est prendre soin de soi et ouais. ouais, Trop cool comme idée. j'aime bien. Ouais. Je vais commencer tout de suite après notre intervention. Excellent. C'est trop cool. Oui, oui. Eh ben, écoute, alors moi j'ai fait un petit peu le tour de toutes les questions des gens sur la page. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter qui serait important par rapport à comment bien vivre avec son autisme? Bon, là, j'ai rien qui me vient forcément en tête, si ce n'est que
Alors moi, j'ai eu à cœur de fonder l'association Eliezer parce que j'aime les personnes avec TSA et je trouve qu'elles ont beaucoup de choses à amener au monde. Donc prenez soin de vous, s'il vous plaît. Voilà. Et que la société prenne soin de nous aussi, un petit Mais peu. oui, oui, ouais, je pense vraiment il y a, il y Apprendre a à encore connaître mieux l'autisme pour le comprendre et pour accepter. Et je pense, dernièrement, je lisais un truc que on peut, on peut agir à l'intérieur de nos limites, de prendre conscience de nos limites et de se dire, ben ouais, j'ai peut-être des hypersensibilités là, ça va peut-être me restreindre dans certaines choses, mais finalement, je peux quand même faire beaucoup, beaucoup de choses et d'être conscient de ces limites, finalement, on arrive peut-être mieux à vivre avec et peut-être à terme de les, de, de les repousser un peu, peut-être. Oui, ou bien de prendre conscience de la qualité qu'on met dedans de par l'hypersensibilité. On fait moins, mais avec une qualité de, parfois même d'émotion, de joie, de une qualité dans l'intensité avec laquelle on ressent les choses et on parvient À se respecter aussi soi-même davantage, quoi. Ok. Ouais, Eh ben, nickel, écoute, merci beaucoup, beaucoup, Lauriane, du temps que tu avec nous plaisir. as accordé pour tout le monde. Et à une prochaine peut-être. Avec plaisir. Au revoir tout le monde. Au revoir.